Mon âge les rassurait. Il disait cela sans même s'en rendre compte, avec cette indulgence tranquille que l'on réserve à ceux que l'on croit déjà hors jeu. Ce jour-là, autour de la table, leur voix avait cette assurance douce qui ne laisse pas de place à la contradiction. Ils parlaient vite, efficacement, comme on parle quand on est certain que rien ne viendra troubler le plan. La phrase est tombée sans fracas. Une phrase ordinaire, presque anodine, prononcée par mon gendre, reprise par ma fille avec un sourire convenu. À notre âge, tu sais, ce sera plus simple ainsi. Plus simple, pour qui? Je l'ai compris plus tard. Pas pour moi. Pour eux. Ils avaient préparé les documents. Les feuilles étaient alignées, annotées, prêtes à être signées. Ils parlaient de démarche, d'anticipation, de bon sens. Ils disaient que c'était pour me soulager, pour m'éviter des tracas inutiles. Ils avaient cette façon d'expliquer qui ressemble à une protection, mais qui est déjà une dépossession. Je les regardais faire. Je regardais leurs gestes sûrs, leurs mots choisis, leurs regards qui se croisaient haut au-dessus de ma tête. J'étais là, physiquement, mais absente de la décision. Je comprenais tout, chaque terme, chaque intention. Et pourtant, personne ne m'avait demandé ce que j'en pensais. Ils ont parlé de mon âge comme d'un fait établi, incontestable. Comme si les années avaient effacé ma capacité à réfléchir. Comme si le temps avait naturellement déplacé l'autorité vers eux. Ils disaient cela sans méchanceté apparente. C'est ce qui rendait la scène plus violente encore. J'ai tenté de poser une question. Une seule. On m'a répondu gentiment. Mais trop vite. On m'a dit que tout était déjà réfléchi, que ce n'était pas nécessaire d'entrer dans les détails, que je pouvais leur faire confiance. La confiance, utilisée comme un couvercle. Je me suis tue, pas par faiblesse, par instinct. Quelque chose en moi s'est refermé. J'ai senti que toute objection serait interprétée comme une inquiétude excessive, une peur liée à l'âge, peut-être même comme un signe de confusion. Ils avaient déjà préparé le cadre dans lequel mes paroles seraient enfermées. Ils croyaient me rassurer. En réalité, ils se rassuraient eux-mêmes. Mon silence leur semblait être une approbation. Mon calme, une résignation naturelle. Mon âge, une garantie d'immobilité. Je les ai laissés parler. Ils évoquaient l'avenir avec cette certitude de ceux qui pensent avoir le temps devant eux. Ils parlaient de gestion, de transmission, d'organisation. Jamais de respect. Jamais de choix partagé. Ils parlaient de moi comme d'un dossier à régler avant qu'il ne devienne encombrant. Quand la discussion s'est terminée, ils m'ont souri. Ils m'ont dit que tout irait bien, que je n'avais rien à craindre, que c'était mieux ainsi. Je me suis levée lentement. J'ai dit que j'étais fatiguée. Ce mot-là, ils l'ont compris à leur manière. Ils n'ont pas vu la fatigue morale, celle qui naît quand on réalise que l'on vient d'être écarté, sans même qu'on ait jugé utile de prévenir. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte. J'ai respiré profondément. Mon cœur battait vite, mais mon esprit était d'une clarté étrange. Je revoyais la scène, image par image. Les phrases exactes, les regards, les silences. Rien n'avait été improvisé. Tout avait été pensé sans moi. C'est là que j'ai compris. Mon âge ne les inquiétait pas. Il les rassurait. Il leur donnait l'illusion que je n'opposerais aucune résistance, que je n'avais plus l'énergie de questionner, plus la force de vérifier, plus la volonté de comprendre ce qui se jouait. Réellement, ils n'avaient pas vu venir ce qui allait suivre. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai sorti un vieux carnet que je n'utilisais plus depuis des années. Je l'ai ouvert à la première page blanche. J'ai écrit la date. Puis j'ai noté, mot pour mot, ce qui s'était dit. Sans interprétation, sans colère. Juste les faits. En écrivant, quelque chose s'est déplacé en moi. La douleur se transformait en lucidité. Je ne savais pas encore ce que je ferais. Mais je savais déjà ce que je ne ferais plus. Je ne laisserai plus personne décider à ma place, sous prétexte de me protéger. Ils croyaient que le temps m'avait affaibli. Ils ignoraient que le temps m'avait appris à observer. Ce qu'ils prenaient pour une fin était peut-être, en réalité, le début de quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé. Quand je replonge dans la vie d'avant, celle qui a précédé cette scène autour de la table, je la vois comme un long fil tissé sans bruit, jour après jour. Rien de spectaculaire, rien qui appelle les applaudissements.
Une vie faite de constance, de renoncement discret et de fidélité à des promesses que je n'ai jamais mises par écrit. Je me suis mariée jeune, dans une époque où l'on ne parlait pas d'épanouissement personnel, mais de stabilité. Mon mari était un homme sérieux, travailleur, peu démonstratif. Nous ne nous disions pas souvent que nous nous aimions, mais nous le prouvions par les gestes répétés, par la présence, par cette certitude tranquille que l'autre serait là quand il le faudrait. Les années se sont organisées autour du foyer. J'ai appris à compter, à prévoir, à réparer plutôt qu'à remplacer. J'ai appris à faire durer les choses et les liens. Quand les enfants sont arrivés, je me suis effacée sans même y penser. Mon temps, mon énergie, mes envies ont naturellement glissé vers eux. Je ne vivais pas cela comme une perte, mais comme une évidence. La maison est devenue le centre de tout. Pas seulement un toit, mais un repère. Chaque pièce racontait une période de notre vie. Les meubles choisis pour leur solidité, plus que pour leur apparence. Les objets conservés parce qu'ils avaient traversé les années avec nous. Je ne pensais pas en termes de valeur ou de patrimoine. C'était simplement notre lieu. C'est faux. Quand mon mari est tombé malade, j'ai pris le relais sans discussion. Les rendez-vous médicaux, les nuits courtes, l'inquiétude permanente. J'ai tenu parce que c'était ce que je savais faire. Quand il est parti, la maison est restée debout. Moi aussi, j'ai continué à faire fonctionner le quotidien, convaincu que la régularité finirait par apaiser la douleur. Les enfants étaient déjà adultes. Ils venaient, appelaient, promettaient de passer plus souvent. Je les croyais. Je ne demandais rien. J'avais appris à ne pas peser. Je pensais que cette discrétion serait respectée, peut-être même reconnue un jour. Puis il y a eu les changements. Lents. Presque imperceptibles. Les visites plus espacées. Les conversations plus rapides. Les décisions prises ailleurs, annoncées après coup. Je me disais que c'était normal. Ils avaient leur vie. Le monde allait plus vite. Je m'adaptais. Quand les conjoints sont entrés dans l'équation, j'ai redoublé de prudence. Je ne voulais pas être la belle-mère envahissante, celle qui donne son avis sans qu'on le lui demande. J'ai observé, j'ai écouté, j'ai cédé quand il le fallait. Je croyais encore que l'équilibre se trouvait dans l'effacement. On a commencé à me parler de fatigue, de simplification, de repos, mérité, toujours avec douceur. Toujours avec cette bienveillance qui n'admet pas la contradiction. Je n'y voyais pas encore une stratégie. J'y voyais une sollicitude un peu maladroite. Je continuais pourtant à gérer. Mes papiers étaient en ordre, mes comptes clairs, mes souvenirs précis. Je savais où se trouvait chaque document, chaque facture, chaque décision passée. Mais cela ne comptait plus. Ce qui comptait, c'était l'image que l'on construisait de moi. Celle d'une femme âgée, forcément dépassée, forcément rassurée, qu'on prenne le relais. Je croyais que le respect était acquis, qu'il reposait sur tout ce que j'avais donné auparavant. Je n'avais pas compris que, pour certains, le passé n'est jamais un droit. Il devient une gêne dès qu'il empêche d'avancer, comme on le souhaite. Peu à peu, j'ai senti une fatigue différente. Pas celle du corps, celle de devoir prouver que j'étais encore là, encore capable, encore légitime. Je n'osais pas encore mettre des mots dessus. Je me disais que c'était une phase, que cela passerait. Je me trompais. Ce que je prenais, pour une adaptation naturelle à l'âge, était en réalité une mise à distance progressive. Une manière douce de déplacer le centre de gravité, sans bruit, sans conflit. Et parce que j'avais passé ma vie à tenir, à comprendre, à patienter, j'ai laissé faire. Je ne savais pas encore que cette patience serait interprétée comme une faiblesse, que cette faiblesse deviendrait un argument, et que mon âge, loin de m'avoir retiré ma lucidité, allait bientôt devenir la raison même pour laquelle je déciderais de ne plus me taire. Les premiers signes n'ont pas été spectaculaires. Ils se sont glissés dans le quotidien, avec une douceur trompeuse, presque attentionnée, comme si l'on voulait m'épargner toute alerte. Rien qui justifie une protestation immédiate. Rien qui puisse être nommé sans paraître excessive. Au début, ce furent des conversations écourtées. J'entrais dans une pièce et les voix baissaient naturellement, comme par réflexe. On me souriait, on changeait de sujet. Je pensais que c'était de la pudeur, peut-être une maladresse. Je ne voulais pas croire qu'il y avait déjà un avant et un après, un cercle auquel je n'appartenais plus. Moi, puis il y eut les décisions annoncées après coup. Des rendez-vous pris sans me prévenir.
des choix faits en mon nom, justifiés par la simplicité. On me disait que tout avait été réglé, que je n'avais plus à m'en soucier. La phrase revenait souvent pour te soulager. Je l'acceptais, persuadée qu'il s'agissait d'une aide bien intentionnée. Ma fille parlait à ma place avec une aisance nouvelle. Elle expliquait ce qui me fatiguait, ce que je préférais désormais éviter, ce qui était trop compliqué pour moi. Elle disait cela devant moi, sans me regarder, comme si ma présence était devenue accessoire. J'écoutais, stupéfaite, cette version de moi à même qui se construisait sans mon accord. Mon gendre acquiesçait. Il ajoutait parfois une précision, toujours dans le sens de la simplification. Ils formaient un duo efficace, convaincu d'agir pour mon bien. Leur assurance me déstabilisait plus que leurs paroles. Je commençais à douter de ma légitimité à intervenir. On a commencé à me parler de moi à la troisième personne, même quand j'étais là. Elle est fatiguée. Elle ne suit plus tout. Elle sera rassurée si on s'en occupe. Ces phrases, prononcées avec douceur, me réduisaient à une silhouette floue, incapable de comprendre ce qui se jouait sous ses yeux. Je me suis mise à hésiter avant de parler, à choisir mes mots avec prudence, à m'excuser de poser une question. Je pensais encore que la discrétion me protégerait. Je voulais que si je restais raisonnable, on finirait par me consulter à nouveau. Je n'avais pas compris que la consultation n'était plus envisagée. Il y eut aussi les changements matériels. Des papiers déplacés. Des dossiers réorganisés. On me disait que c'était plus pratique, plus clair. Un jour, je n'ai plus retrouvé un document important. Il n'avait pas disparu. Il avait été rangé ailleurs, hors de mon champ. Ce détail m'a troublé plus que je ne voulais l'admettre. Et les repas sont devenus des moments où je me sentais de trop. Ils parlaient de projets, de chiffres, d'organisation. Quand j'intervenais, me répondaient gentiment, mais on revenait aussitôt au fil initial. Ma parole ne s'inscrivait plus dans la continuité. Elle flottait, inutile. Un soir, ma fille a dit que je me répétais. Elle a ajouté que c'était normal à mon âge. La phrase est restée suspendue. Personne ne l'a corrigée. J'ai souri par réflexe. À l'intérieur, quelque chose s'est contracté. Pas parce que c'était vrai, mais parce que cela pouvait le devenir si je continuais à me taire. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à noter les dates, les phrases exactes, les décisions prises sans moi. Pas par méfiance consciente, pour me rassurer, pour me prouver que je comprenais encore, que je suivais, que je n'inventais rien. Je ne savais pas encore que ces notes deviendraient une arme silencieuse. Il parlait de plus en plus souvent de l'avenir, mais de ce qu'il faudrait anticiper, de ce qui serait plus simple plus tard. Le mot plus tard revenait comme une évidence. Je n'étais jamais incluse dans cette projection. J'en étais l'objet, pas l'actrice. Un après-midi, mon gendre a évoqué la maison. Il a dit qu'elle était grande pour quelqu'un de mon âge, qu'elle demandait trop d'entretien, qu'il serait plus raisonnable d'y réfléchir. Ma fille a acquiescé. Personne ne m'a demandé ce que j'en pensais. Le silence s'est installé, lourd, organisé. Ce jour-là, j'ai ressenti une solitude particulière. Pas celle de l'absence, mais celle de l'exclusion douce. Être entouré, et pourtant écarté. Être là, sans compter. Exister sans être consulté. Le soir, seul dans ma chambre, j'ai relu mes notes. Les phrases exactes, les regards évités, les décisions alignées. J'ai compris que ce n'étaient plus des incidents isolés. C'était un glissement méthodique, rendu possible par mon calme et leur certitude. Je continuais pourtant à aider, à rendre service, à me rendre utile. Je croyais encore que l'utilité me protégerait. Mais plus je donnais, plus ma présence semblait acquise. Et plus mon avis devenait superflu. Il se rassurait en me voyant silencieuse. Il prenait mon âge pour une garantie. Il n'avait pas compris que ce silence n'était pas un renoncement, mais le début d'une observation attentive. Et que ce qu'ils interprétaient comme une faiblesse était en train de se transformer en lucidité. La goutte d'eau n'est pas arrivée sous la forme d'une dispute. Elle s'est présentée comme une évidence administrative, froide, presque banale. C'est souvent ainsi que les choses les plus graves se produisent. Sans éclat, sans cri, avec des papiers bien rangés. Ce matin-là, je cherchais un document précis. Une ancienne facture, liée à la maison, conservée depuis des années dans un classeur que je connaissais par cœur. Je l'ai ouvert,
certaine de la trouver au bon endroit. Elle n'y était pas. J'ai vérifié une seconde fois. Puis une troisième. Rien. J'ai ressenti une irritation légère, presque ridicule. J'ai pensé à un oubli de ma part, à une erreur de rangement. Mon âge, encore. Cette petite voix intérieure que l'on finit par intégrer malgré soi. J'ai respiré, puis je suis allée demander, calmement, si quelqu'un avait déplacé certains papiers. Mais ma fille a répondu sans hésiter. Oui, elle avait tout regroupé, pour plus de clarté. Elle a dit que ce serait plus simple ainsi, que je risquais de m'y perdre. Elle parlait avec assurance, comme si la question était réglée depuis longtemps. Elle a ajouté que son mari s'occupait désormais de ces choses-là. Je l'ai regardée sans parler, mais elle ne voyait pas le problème. Pour elle, le problème était réglé. Les documents étaient en sécurité. Entre de bonnes mains. Pas les miennes. J'ai demandé à voir le classeur. Elle a hésité une fraction de seconde, puis elle m'a conduit dans le bureau. Les papiers étaient là, bien classés, ordonnés. Trop ordonnés. J'ai reconnu des copies de documents que je n'avais jamais donnés. Des scans. Des annotations au crayon. Des post-it avec des chiffres. Des dates. Des mots que je n'avais pas écrits. Mon gendre est arrivé. Il a expliqué, posément, qu'ils avaient anticipé, qu'il valait mieux être prêt. Qu'à mon âge, certaines démarches pouvaient devenir compliquées. Il parlait de prévention, de responsabilité. Il disait que ce n'était pas contre moi, mais pour mon bien. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par anticiper. Il a parlé de gestion future, de simplification, de transmission, des mots propres, rassurants. Puis il a évoqué, presque en passant, une procuration. Un document qui permettrait d'agir plus facilement si besoin. Si un jour je ne pouvais plus. La phrase est restée suspendue. Si un jour je ne pouvais plus. Je me suis assise. Mon cœur battait fort, mais mon esprit était d'une clarté brutale. Je comprenais soudain que ce qui se préparait n'était pas une aide ponctuelle, mais une mise à l'écart programmée. Une dépossession douce, progressive, rendue acceptable par le discours de la protection. Mini, j'ai demandé si quelque chose avait déjà été signé. Ma fille a répondu que non, bien sûr. Pas encore. Mais elle a ajouté que tout était prêt. Pour gagner du temps le moment venu. Cette phrase m'a glacée. Le moment venu. Comme si ce moment leur appartenait déjà. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement dit que je n'avais jamais donné mon accord pour que mes papiers soient déplacés, copiés, utilisés. Mon gendre a souri, un sourire de patience forcée. Il a dit que je dramatisais, que ce n'était rien d'irréversible, que je devais leur faire confiance. La confiance, encore. Je suis remontée dans ma chambre avec une lenteur inhabituelle. J'avais besoin de distance, de silence. Une fois la porte fermée, je me suis appuyée contre le mur. Mes mains tremblaient. Pas de peur, de colère contenue, d'une colère lucide. Je me suis assise sur le lit et j'ai respiré longtemps. Les images se succédaient. Les conversations interrompues, les décisions annoncées après coup, les phrases prononcées avec douceur. Tout convergeait vers ce moment précis. Il ne m'avait pas seulement mise à l'écart, il préparait activement mon effacement. J'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit ce qui venait de se passer, mot pour mot. Les phrases exactes, les termes employés, procuration, anticipation, transmission. Chaque mot prenait un sens nouveau une fois posé sur le papier. C'est là que j'ai cessé d'hésiter. Il ne s'agissait plus de malentendu, ni de maladresse, ni d'un excès de sollicitude. Il s'agissait d'une tentative concrète de me retirer le contrôle de ma propre vie, sous couvert de bienveillance. Et cette tentative était déjà en marche. Je me suis relevée. Je me suis regardée dans le miroir. Je n'ai pas vu une femme dépassée. J'ai vu quelqu'un qui avait compris à temps. Quelqu'un qui n'était pas encore dépossédé, mais qui allait l'être, si elle continuait à se taire. Ce jour-là, j'ai pris une décision silencieuse, irrévocable. Je n'allais pas me défendre par des cris ou des accusations. Je n'allais pas demander à être rassurée. J'allais comprendre, vérifier, protéger. Reprendre ce qui m'appartenait avant qu'il ne soit trop tard. Ils croyaient que mon âge me rendait vulnérable. Ils ignoraient qu'il m'avait appris à reconnaître le danger quand il se présente avec un sourire. Et cette fois, je n'allais plus détourner le regard.
Les nuits qui ont suivi cette découverte ont été étrangement silencieuses. Pas paisibles, non. Silencieuses comme un esprit qui cesse de se débattre et commence à trier. Je dormais peu, mais je ne tournais plus en rond. Les pensées avançaient en ligne droite, avec une précision presque nouvelle. Je me levais avant l'aube, quand la maison était encore immobile. J'aimais ces heures-là. Personne ne parlait à ma place. Personne ne décidait pour moi. Je préparais du thé, je m'asseyais à la table de la cuisine, et je laissais les faits se déposer. Je ne cherchais plus à comprendre leurs intentions. Je cherchais à comprendre la situation. Je repassais les scènes dans ma tête, sans émotion excessive. Les phrases exactes. Les mots choisis. Anticipés. Simplifiés. Pour ton bien. Chaque terme prenait un relief particulier maintenant que je savais ce qu'il recouvrait réellement. Rien n'avait été improvisé. Rien n'était innocent. Deux voix s'affrontaient en moi. La première, ancienne, me disait de rester prudente, de ne pas faire de vagues, de préserver ce qui restait d'harmonie. Elle me rappelait la solitude possible, les conséquences affectives, le regard des autres. Elle parlait avec la voix de l'habitude et de la peur. L'autre voix était plus récente, mais plus ferme. Elle ne criait pas. Elle posait une question simple, presque austère. Jusqu'où accepter que d'autres organisent ton effacement sous prétexte de protection? Chou. Cette question revenait chaque matin, inchangée. Et chaque matin, la réponse devenait plus claire. Je me suis mise à prier, parfois, sans mots précis. Pas pour qu'il change. Pour rester droite. Pour ne pas céder à la colère ni à la confusion. Je sentais que toute réaction trop émotionnelle serait utilisée contre moi. On dirait que je ne comprenais pas. Que je dramatisais. Il me fallait autre chose que l'indignation. J'ai repris mon carnet depuis le début. Les notes prises presque machinalement les semaines précédentes formaient désormais une chronologie nette. Les dates. Les décisions prises sans moi. Les documents déplacés. Les phrases répétées. Ce n'était plus un journal intime. C'était un dossier. Et ce dossier me rassurait. Je n'avais rien imaginé. Rien exagéré. Cette certitude a fait naître en moi une énergie calme, presque froide. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit, non pas ce que je ressentais, mais ce qu'il fallait faire. Vérifier mes droits. Sécuriser mes papiers. Comprendre précisément ce qui pouvait être fait avec ou sans mon accord. J'avais passé ma vie à organiser pour les autres. Je pouvais le faire pour moi. J'ai rassemblé tous mes documents importants dans une enveloppe épaisse. Je ne l'ai pas laissé dans un tiroir évident. Je l'ai rangé dans un endroit banal, discret, où personne n'aurait l'idée de fouiller. Si, ce geste simple m'a procuré un apaisement immédiat, presque physique, comme si je reprenais possession de quelque chose d'essentiel. Ensuite, je me suis renseignée. Discrètement. Par petites touches. J'ai lu des textes officiels, des articles, des témoignages. J'ai découvert des mots que je n'avais jamais voulu connaître. Capacité juridique, procuration, révocation. Ces termes me faisaient peur, mais ils m'offraient aussi une protection inattendue. Ils prouvaient que tout n'était pas flou, ni soumis à l'interprétation familiale. Plus j'avançais, plus une évidence s'imposait. Mon âge n'annulait aucun de mes droits. La loi ne fonctionnait pas à l'intuition ni à la convenance. Elle fonctionnait sur des faits, des signatures, des cadres précis. Et tant que je n'avais rien signé, rien ne pouvait m'être retiré. J'ai pensé à Claire, une amie de longue date, solide, discrète. Une femme qui avait traversé ses propres tempêtes sans jamais se laisser réduire au silence. Je l'ai appelée un matin. Je n'ai pas tout raconté. J'ai dit l'essentiel. Quelque chose se préparait sans moi, et j'avais besoin d'un regard extérieur, lucide. Elle a compris immédiatement. Chez elle, j'ai parlé librement, sans peur d'être jugée excessive. Elle m'a écouté longuement, sans m'interrompre. À la fin, elle m'a dit calmement que je devais consulter un notaire. Pas pour attaquer. Pour comprendre. Pour poser un cadre clair avant qu'il ne soit trop tard. L'idée m'a d'abord effrayée. Le notaire représentait pour moi les moments graves. Les successions. Les séparations. La fin. Puis j'ai compris que c'était précisément là que je devais aller. Là où les choses sont nommées, datées, protégées. Là où le silence n'est pas un effacement, mais une prudence. À la maison,
J'ai continué à jouer mon rôle. J'ai souri, j'ai répondu vaguement. J'ai aidé quand on me le demandait. Il semblait rassuré par mon calme. Il confondait mon silence avec une acceptation définitive. Cette erreur leur donnait confiance. La nuit, pourtant, je ne doutais plus. Chaque peur était examinée, chaque hésitation replacée à sa juste place. Je n'attendais plus qu'on me consulte. Je me préparais à reprendre mes décisions, sans éclat, sans annonce. Ce qu'ils prenaient pour une résignation était devenu une préparation. Mon âge les rassurait encore. Ils ignoraient qu'ils m'avaient appris à attendre le bon moment. La décision prise, tout s'est organisé avec une rigueur qui m'a étonné moi-même. Je n'étais plus dans l'émotion, ni dans la réaction. J'étais entré dans une phase plus calme, presque méthodique, où chaque geste avait un sens précis. J'ai pris rendez-vous chez un notaire, un matin discret, sans le signaler à personne. J'ai dit que je sortais marcher, que l'air me ferait du bien. On n'a posé aucune question. Mon âge continuait de les rassurer. Ils ne voyaient dans mes absences que de la fatigue ou un besoin de solitude. Le cabinet était sobre, lumineux, impersonnel. Cela m'a aidé. J'avais besoin de neutralité, pas de compassion. J'ai parlé lentement, clairement. J'ai sorti mes papiers, mes notes, mon carnet. Le notaire m'a écouté sans m'interrompre, sans minimiser, sans dramatiser. À la fin, il m'a simplement dit que j'avais bien fait de venir maintenant. Pas plus tard. Il m'a expliqué, point par point, ce qui relevait de mes droits et ce qui ne pouvait être fait sans mon accord explicite. Aucune procuration ne pouvait être établie sans ma signature. Aucun transfert, aucune décision définitive ne pouvait être prise dans mon dos. Les documents copiés n'avaient aucune valeur juridique. Tout ce qui m'avait été présenté comme une anticipation bienveillante était en réalité sans effet légal. Cette clarté m'a redressée. Je n'étais ni fragile, ni dépassée. J'étais une femme pleinement capable de décider. Nous avons parlé de protection, pas de conflit. De prévention, pas d'accusation. Le notaire m'a conseillé d'agir sans précipitation, mais sans naïveté. La première étape a été financière. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une agence éloignée de mon quartier. Un lieu où personne ne connaissait ni mon nom, ni mon histoire familiale. J'y ai transféré progressivement mes économies. Rien de brutal. Rien qui aurait attiré l'attention. Chaque mouvement était réfléchi, justifié, discret. J'ai ensuite sécurisé mes documents. Originaux, copies, attestations. J'ai tout classé, daté, rangé dans des dossiers distincts. J'ai changé certains accès, modifié des habitudes. Ces gestes simples m'apportaient un calme profond. Chaque papier bien placé était une frontière établie. La question de la maison s'est imposée rapidement. Tant qu'elle resterait au centre de leur projection, je resterais vulnérable. Cette maison, je l'aimais. Elle contenait toute ma vie adulte. Mais elle était devenue un enjeu, un levier qu'ils pensaient déjà maîtriser. La mettre en vente n'a pas été une impulsion. C'était une décision réfléchie, presque douloureuse, mais nécessaire. Je n'en ai parlé à personne. Le notaire s'est chargé de tout, avec une discrétion absolue. Les visites étaient organisées quand je savais la maison vide. Je disais que je sortais prendre l'air. Personne ne s'en inquiétait. Signer le mandat a été un moment étrange. Une tristesse sourde, bien sûr. Mais aussi une sensation de liberté nouvelle. La maison cessait d'être une promesse silencieuse pour les autres. Elle redevenait un choix pour moi. J'ai ensuite rédigé un testament. Clair, précis, sans ambiguïté. Pas pour punir ni provoquer. Pour éviter toute interprétation future. Pour que rien de ce que j'avais construit ne puisse être utilisé contre moi. Cette étape m'a apporté une paix inattendue. Savoir que tout était écrit, encadré, respecté. À la maison, je continuais à jouer mon rôle. Je souriais. Je répondais vaguement. Je rendais service quand on me le demandait. Ils interprétaient mon calme comme une résignation. Ils se disaient que tout se passait comme prévu. Ils se trompaient. Chaque soir, je notais l'avancée des démarches dans mon carnet. Une date. Une signature. Un courrier envoyé. Ce carnet n'était plus un refuge. Il était devenu une colonne vertébrale. Je n'y consignais plus mes doutes, mais mes actes. Je n'ai parlé de rien à ma fille, ni à son mari. Pas par vengeance. Par lucidité. Je savais que toute information donnée,
seraient utilisés pour accélérer leur propre agenda. Je n'avais plus le luxe de la transparence affective. À mesure que les semaines passaient, je sentais un basculement intérieur. Je n'attendais plus d'être consultée. Je n'espérais plus être rassurée. Je préparais, calmement, méthodiquement, ce qu'ils n'avaient pas vu venir. Ils continuaient à croire que mon âge m'avait rendu prévisible. Ils ignoraient que l'expérience m'avait appris à agir sans bruit, au moment exact où l'on me croyait immobile. Le moment où tout a basculé n'a pas pris la forme d'un affrontement spectaculaire. Il est arrivé comme arrivent les choses sérieuses, par une suite de confirmations impossibles à nier, quand les certitudes des uns se heurtent enfin à la réalité. Tout a commencé par un courrier. Une enveloppe officielle, arrivée un matin ordinaire, glissée parmi les factures. Ma fille l'a ouverte sans méfiance, debout dans l'entrée. Je l'ai vue pâlir légèrement, relire la première page, puis la seconde. Son assurance s'est fissurée, presque imperceptiblement. Elle a appelé son mari. Ils ont parlé à voix basse, trop basse. Puis ils m'ont regardé, ensemble, avec cette expression mêlée d'étonnement et d'inquiétude que je n'avais jamais eue sur leur visage. Mon âge, pour la première fois, ne les rassurait plus. Ils ont évoqué la banque. Des informations qui ne correspondaient plus. Des accès modifiés. Des procurations inexistantes. Ils parlaient d'erreurs, de malentendus administratifs. Le mot erreur revenait souvent, comme un refuge. Je les ai laissés parler. Je savais que ce réflexe était nécessaire avant la chute. Mon gendre m'a finalement demandé, d'un ton qu'il voulait neutre, si j'avais fait des démarches récemment. J'ai répondu simplement que j'avais mis de l'ordre. Rien de plus. Rien de moins. Le silence qui a suivi a été dense. Ma fille a posé l'enveloppe sur la table avec précaution, comme si elle craignait qu'elle ne brûle. Elle a demandé si j'avais consulté quelqu'un. La question était précise. Trop précise pour être innocente. Je n'ai pas nié. Je n'ai pas expliqué. J'ai dit que j'avais agi dans le cadre de la loi, pour me protéger. Ils ont tenté de reprendre la main. Ils parlaient de communication manquante, de confiance brisée, de décisions prises trop vite. Ils disaient que tout aurait pu se régler autrement. Ce mot, autrement, sonnait creux. Autrement signifiait simplement, sans que je reprenne le contrôle. Puis, j'ai posé sur la table une copie du mandat de vente. Le changement a été immédiat. Mon gendre a cessé de parler. Ma fille a lu lentement, comme si elle espérait trouver une ligne qui infirmerait ce qu'elle comprenait déjà. Elle a relevé les yeux vers moi, incrédule. La maison, ce pilier silencieux de leur projet, n'était plus disponible. Elle ne leur appartenait déjà plus. Ils ont parlé en même temps, de projets compromis, d'irresponsabilité, de décisions prises sans eux. Cette phrase-là m'a frappée par sa violence tranquille. Sans eux. Comme si ma vie avait cessé de m'appartenir depuis longtemps. Je suis restée assise, immobile. Je n'avais ni colère ni triomphe. Seulement une distance nouvelle, solide. Leur agitation glissait sur moi, sans m'atteindre. Ils découvraient soudain que ce qu'ils croyaient acquis reposait sur une illusion. Ma fille a fini par me demander pourquoi je n'avais rien dit. Pourquoi j'avais agi dans leur dos. La question était presque sincère. Je lui ai répondu doucement que je n'avais jamais été consultée quand ils décidaient à ma place. Que j'avais simplement repris ce droit à la. Mon gendre a tenté une autre approche. Il parlait de stress, de peur, de mauvaises intentions inexistantes. Il disait qu'ils avaient voulu bien faire. Toujours cette phrase, comme si l'intention suffisait à effacer les actes. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, la confirmation officielle est arrivée. Courrier recommandé. Décision validée. Compte sécurisé. Tout ce qui avait été préparé silencieusement prenait désormais une forme définitive. Ils ont compris alors que rien ne pourrait être annulé. Ma fille s'est assise lourdement. Mon gendre est resté debout, figé. Il n'avait plus rien à négocier. Plus de marge, plus de pouvoir. Je n'ai pas souri. Je n'ai rien savouré. J'ai simplement constaté que le piège s'était refermé sans cri, sans humiliation publique, sans violence, juste par la loi et le temps. Ce soir-là, je me suis retirée tôt dans ma chambre. J'ai fermé la porte, j'ai posé mon carnet sur la table de nuit sans l'ouvrir. Il n'y avait plus rien à noter. Tout était en place. Ils avaient cru que mon âge me rendait prévisible.
Il découvrait enfin que l'expérience apprend surtout à attendre le moment exact où l'on cesse de l'être. Après cette révélation, l'atmosphère de la maison s'est transformée presque immédiatement. Rien n'a explosé, rien n'a été dit trop fort. Mais tout s'est durci. Les murs semblaient retenir les paroles, les pas devenaient prudents, calculés. On ne parlait plus librement. On mesurait chaque mot, chaque silence. Ma fille évitait désormais de me regarder directement. Quand elle me parlait, c'était avec une retenue nouvelle, comme si elle craignait que la moindre phrase puisse se retourner contre elle. Mon gendre, lui, oscillait entre une froideur distante et une nervosité mal dissimulée. Ils avaient perdu quelque chose d'essentiel, la certitude d'avoir la main. Les conversations se faisaient derrière des portes fermées. Je les entendais parfois, tard le soir. Des phrases hachées, des reproches à peine contenus. Ils se renvoyaient la responsabilité de ce qu'ils n'avaient pas vu venir. Elle lui reprochait de m'avoir sous-estimé. Lui reprochait d'être allé trop vite, d'avoir cru que tout était acquis. Je n'étais plus le sujet central de leurs échanges. Donc, j'en étais devenue la preuve vivante de leur erreur. Je circulais dans la maison avec calme. Je ne provoquais rien. Je ne fuyais pas non plus. Je continuais à vivre comme avant. Mais quelque chose avait changé en profondeur. Je n'attendais plus rien d'eux. Ni compréhension, ni excuse, ni reconnaissance. Cette attente, je l'avais déposée ailleurs, hors de leur portée. Un soir, ma fille a tenté de me parler. Elle a commencé par dire qu'elle se sentait dépassée, qu'elle avait l'impression que tout lui échappait. Elle parlait de fatigue, de pression, de peur de mal faire. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Je reconnaissais ce discours. Je l'avais tenu moi-même, pendant des années, pour justifier l'injustifiable. Quand elle a fini, elle a attendu une réponse. Peut-être une réassurance, peut-être un retour à l'ancien équilibre. Je lui ai dit calmement que je comprenais sa fatigue, mais que je ne pouvais plus porter à sa place des décisions prises sans moi. Que ce qui s'était passé n'était pas un accident, mais une accumulation. Elle a baissé les yeux. Elle n'a pas insisté. À partir de ce moment-là, la distance s'est installée clairement. Pas une rupture franche, une séparation intérieure. Chacun vivait dans le même espace, mais plus dans la même réalité. Ils faisaient leurs projets sans m'y inclure. Je faisais les miens sans les annoncer. Je passais de plus en plus de temps dehors. Marcher m'aidait à respirer, à penser, sans interférence. Je regardais les autres familles, les couples, les personnes seules. Je me rendais compte que la solitude n'était pas forcément une absence. Elle pouvait être un choix, un refuge, parfois même une réparation. À la maison, les tensions ont continué à monter entre eux. Les non-dits devenaient plus lourds que les disputes. Je comprenais que ce qui se jouait ne me concernait déjà plus. Leur couple se fissurait sous le poids de projets bâtis sur des suppositions fausses. Je n'avais rien déclenché. J'avais seulement cessé de me taire. Un matin, mon gendre a annoncé qu'il partirait quelques jours. Pour réfléchir, pour prendre du recul. Ma fille a acquiescé sans discuter. Je voyais dans ce départ temporaire une tentative désespérée de reprendre de l'air. Quand il est parti, la maison est devenue étrangement silencieuse, presque vide. Ma fille errait d'une pièce à l'autre. Elle semblait perdue. Je la regardais avec une compassion distante. Pas de supériorité, pas de revanche, juste la lucidité de quelqu'un qui sait qu'il n'est plus responsable de réparer ce qui a été abîmé sans lui. C'est dans ce silence nouveau que d'autres vérités ont émergé. Des projets financiers dont je n'avais jamais entendu parler. Des hypothèses construites sur la certitude de récupérer ce qui ne leur appartenait pas encore. Ma fille découvrait peu à peu l'ampleur de ce qui avait été imaginé sans mon accord. Et cette découverte l'a laissée sans voix. Je ne me réjouissais pas de cette désagrégation. Je la constatais. Comme on constate l'effondrement lent d'un édifice bâti sur un terrain instable. J'avais compris que certaines familles ne se brisent pas à cause d'un conflit, mais parce que l'équilibre était faux depuis longtemps. À l'approche de la signature définitive, j'ai commencé à préparer mes affaires. Pas dans la précipitation, avec méthode. Les documents essentiels. Les objets qui avaient du sens. Le reste n'était plus qu'un décor auquel je n'étais plus attachée. Je regardais cette maison avec un regard neuf. Elle n'était plus un refuge ni un piège.
Elle devenait un lieu de transition. Et moi, déjà, je me sentais ailleurs, intérieurement, sans colère, sans triomphe, avec cette certitude tranquille que ce qu'ils avaient pris pour une faiblesse n'était que le temps nécessaire pour que je reprenne ma place. Le départ s'est fait sans bruit, presque naturellement. Un matin clair, ordinaire, sans cette gravité artificielle que l'on prête parfois aux grandes décisions. J'ai fermé la porte derrière moi avec un geste lent, précis, comme on ferme un livre que l'on a trop longtemps tenu ouvert. Je me suis installée dans un petit appartement près de la mer. Rien d'ostentatoire. 2 pièces, beaucoup de lumière, un balcon étroit où l'air circulait librement. Dès la première nuit, j'ai compris que ce lieu serait différent. Le silence n'y pesait pas. Il reposait. Les premiers jours, je me suis autorisée à ralentir, à ne pas répondre immédiatement au téléphone, à marcher sans but précis, à m'asseoir sans remplir chaque minute. Ce temps retrouvé n'était pas vide. Il était habité par une sensation nouvelle, celle d'être enfin à l'écoute de moi à même. Je marchais souvent le long de l'eau. Le rythme régulier des vagues m'apaisait. Il me rappelait que tout avance, même quand on croit être à l'arrêt. Je regardais les passants, leurs visages concentrés sur leurs propres préoccupations. Personne ne me connaissait ici. Personne n'attendait que je sois patiente, compréhensive ou disponible. Cette neutralité me rendait légère. Peu à peu, j'ai repris des habitudes simples. Le café du coin, où l'on me saluait sans curiosité excessive. La boulangère qui me demandait seulement si je voulais la même chose que la veille. Une voisine avec qui je partageais quelques mots sur le temps. Ces échanges ordinaires avaient plus de valeur que toutes les promesses qu'on m'avait faites sans me consulter. Ma fille a tenté de me joindre. D'abord par message bref, hésitant, puis par un appel que je n'ai pas pris. Enfin par une lettre. Elle parlait de fatigue, de confusion, de peur, de m'avoir perdu. Je l'ai lu lentement, sans colère. J'y ai perçu une sincérité mêlée de regrets tardifs, mais aussi une attente silencieuse, celle que je répare encore. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais appris que certaines réponses demandent du temps. Non pour punir, mais pour ne pas se trahir. Aimer un enfant ne signifie pas revenir à sa place d'avant. Cela signifie parfois accepter une nouvelle distance, plus saine. Les semaines ont passé. J'ai commencé à me projeter sans appréhension. Un atelier proposé par la mairie. Une promenade hebdomadaire avec une femme rencontrée face à la mer. Des projets modestes, mais choisis. J'éprouvais une joie discrète à décider sans expliquer, sans demander l'avis de personne. Je pensais parfois à mon gendre, sans rancune. Il appartenait désormais à un autre chapitre. Je n'avais plus besoin de comprendre ses motivations. Elles ne m'appartenaient plus. Ce détachement ne venait pas de l'oubli, mais d'une clarté acquise. Mes carnets reposaient dans un tiroir. Je ne les consultais plus par nécessité. Ils étaient devenus une mémoire, non une alarme. Savoir qu'ils existaient suffisait. Ils me rappelaient que je n'avais pas imaginé, que j'avais vu juste quand on essayait de me faire douter. Un soir, assise sur le balcon, j'ai pensé à toutes ces femmes qui restent parce qu'elles croient n'avoir nulle part où aller. J'ai compris que partir n'est pas seulement une question de lieu. C'est une autorisation intérieure. Un choix de ne plus se rendre disponible à l'effacement. Je n'étais pas devenue invulnérable. Certaines douleurs revenaient parfois, comme une houle légère. Mais elles ne décidaient plus de ma place. Elles faisaient partie du paysage, sans m'obliger à rentrer. Je savais que tout n'était pas réglé. Que certaines conversations n'auraient peut-être jamais lieu. Mais j'avais cessé de les attendre. Et cette absence d'attente m'offrait une paix que je n'avais jamais connue. Ce soir-là, en regardant la lumière décliner sur la mer, j'ai compris que je ne craignais plus le lendemain. Il ne me prendrait rien sans mon accord. Et pour la première fois depuis longtemps, cette certitude m'a permis de m'endormir avec le sentiment calme d'avoir repris possession de ma vie. Il m'arrive encore de m'asseoir face à la mer quand le jour baisse, à l'heure où la lumière se fait hésitante et où les pensées reviennent sans demander la permission. Je ne les combats plus, je les observe, puis je les laisse repartir. Le passé ne me menace plus dès lors que je le regarde, sans chercher à m'y justifier. Ah, ce n'est pas la revanche qui m'a sauvée, ce n'est pas la colère, c'est la clarté. La décision intérieure de ne plus me laisser définir par le regard des autres. La capacité de rester droite quand on cesse de lutter.
Et si je devais laisser un dernier message à celles et ceux qui se taisent trop longtemps par peur de perdre l'amour, la paix ou leur place, je dirais ceci, sans colère, sans emphase, avec la certitude que seule l'expérience donne. Le silence peut aussi être une forme de justice.